Alors, donc déjà, ce que je voudrais faire, c'est me présenter. Voilà. Donc, rapidement, hein, donc, je suis Agnès Elisabeth Lard, je suis chargée de mission économie au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Et simplement vous dire que, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant ou ne connaissent pas la totalité des services proposés par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes aux dirigeants. Donc, nous proposons un certain nombre de services qui sont ouverts aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, indépendamment de leur adhésion ou non au MEDEF. Ce sont des services d'accompagnement destinés aux entreprises de la région, donc qui sont établis en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces accompagnements bénéficient de soutien financier de la région. Et nous proposons, par exemple, des services d'accompagnement pour la levée de fonds, la réussite de projets de croissance externe, de transmission-cession d'entreprise, de rebond et de développement international, et un dispositif de réponse aux difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Et justement, ce dispositif, je voudrais faire un tout petit focus, si vous le permettez. C'est un dispositif qui a été mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider les entreprises à rebondir en cas de difficulté. Donc, il s'adresse à toutes les TPE-PME de la région et il concerne des difficultés qui sont soit avérées, soit à venir. Et là, on est bien sûr dans l'anticipation. Les difficultés sont vraiment de tout ordre. Ça peut être des chutes brutales du carnet de commandes, des problèmes de production, de qualité, des problèmes ou des difficultés de RH. Ça peut être une offre commerciale qui est inadaptée. Et puis, bien sûr, souvent, les difficultés rencontrées sont liées à des difficultés, des problèmes de trésorerie. Et c'est justement ce qui nous a amené à faire ce webinaire. Alors, ce dispositif, il est gratuit. Il est entièrement gratuit. Dans le placard excusez-moi, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Donc, je vais vous demander de le couper, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, je vous disais, ce dispositif d'aide aux entreprises en difficulté, il est entièrement gratuit pour les TPE-PME de la région. Et il consiste à bénéficier de conseils, donc par un consultant désigné, qui va intervenir dans votre entreprise pendant 1 à 2 jours. Et donc, ce consultant va faire un diagnostic complet et précis de vos difficultés. Il va également, et c'est je dirais le plus intéressant, il va établir un plan d'action personnalisé avec des solutions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place immédiatement. Et vous allez bénéficier d'un suivi à 6 mois. Voilà, donc je peux vous dire que le retour qu'on a des dirigeants qui utilisent ce dispositif, qui est rapide, puisque là on est dans l'aide d'urgence, est très positif. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et me solliciter plus particulièrement. On sera vraiment ravis de vous aider à ce niveau-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas une aide financière. Il y a plein de dispositifs qui existent au niveau régional et au niveau de l'État. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est vraiment dans un accompagnement avec des conseils. Je referme ma petite parenthèse. Et donc, c'est justement en analysant les différents problèmes qui étaient survenus qu'on s'est rendu compte que le recouvrement des impayés était parfois une des sources, et en tout cas, ou souvent, une des sources principales de difficultés de TPE-PME. Et quand on voit des études qui ont été faites par Ipsos ou par d'autres organismes, alors il y a une étude qui fait un peu référence, qui date un petit peu, elle date de 2016, mais elle avait été menée auprès de 300 chefs d'entreprise, et elle montrait justement que le niveau de trésorerie constituait un enjeu absolument important pour les dirigeants de PME et de TI, et que les retards de paiement et les impayés étaient
les principales causes de difficultés. Pour 57% des PME ETI interrogées, les difficultés provenaient de retard de paiement et les impayés eux-mêmes, 38%. Donc, on voit que ces retards de paiement, ces impayés, ont un impact absolument crucial sur la santé de l'entreprise et sur la relation commerciale. Et c'est donc ce qui nous a amené à nous pencher sur ce sujet. Alors, justement, avant de passer la parole à Guillaume Grain, donc, qui est notre invité, qui est huissier de justice associé du cabinet Adrasté, qui va se présenter bien sûr rapidement et qui va vous apporter son éclairage sur les différents thèmes que nous souhaitons aborder aujourd'hui. C'est d'abord quelles sont les solutions de recouvrement qui sont à votre disposition. Donc, on va faire un petit panorama rapide. Comment est-ce qu'on va distinguer le recouvrement à l'amiable d'un recouvrement par voie judiciaire? Quelles sont les procédures qu'on peut engager facilement, rapidement? À quel moment on va pouvoir recourir à des injonctions de payer, oui, et puis comment est-ce qu'on va concrètement les mettre en place dans l'entreprise? Et enfin, on va se pencher un petit peu sur un volet très actuel qui concerne le digital, puisque c'est vrai qu'il impacte un petit peu nos façons de travailler. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que le digital, peut-être, peut accélérer le recouvrement des impayés dans vos entreprises. Alors, je vais laisser la parole à Guillaume Grain. Donc, peut-être, Guillaume, vous allez vous présenter d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Guillaume Grain, donc du coup, je suis huissier de justice donc à Lyon, dans le 6e au Brotteau. Je suis associé d'une étude qui s'appelle Adrasté. Ça fait 11 ans que je suis associé de cette étude et j'ai une associée qui s'appelle Marion Mathèse. Et on a 11 salariés avec nous, dont une huissier de justice salariée. Voilà, donc c'est effectivement un domaine du recouvrement qui est un peu le cœur de notre activité. Notre activité qui est assez variée, on fait beaucoup de constats, mais on fait aussi du recouvrement toujours pour des PME, pour des banques. Ça peut être après des dossiers aussi de recouvrement de loyers impayés. Enfin là, un peu tous les impayés en tout genre. Voilà. Merci Guillaume. Alors justement, quand on fait face à des impayés, est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles sont les solutions de recouvrement qui sont à la disposition des entreprises? Oui, alors, il y a plusieurs acteurs du recouvrement, sont assez nombreux. On a d'un côté déjà les professionnels du droit. Donc là, alors, ce sont les huissiers de justice et les avocats aussi, bon, dans une moindre mesure. Certains avocats font un peu on va dire plutôt de la relance de leur côté. Donc là, on est vraiment sur un secteur où ce sont des professions qui sont réglementées, donc qui sont tenues à une certaine déontologie dans l'exercice du recouvrement. Et les huissiers, donc nous sommes, sont aussi dépositaires, c'est vraiment le point central, d'une parcelle, ce qu'on appelle d'une parcelle de l'autorité publique. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de mettre en œuvre ensuite, quand on a des titres exécutoires, des jugements, de mettre en œuvre des procédures qui sont contraignantes vis-à-vis des personnes condamnées, et ce, en vertu de différentes lois et décrets. Et de l'autre côté, on a des intermédiaires privés. Donc ça peut être des sites web juridiques, des legal tech, comme on entend pas mal parler en ce moment, mais aussi et surtout, il y en a de nombreuses, des sociétés de recouvrement. Voilà. Donc ce sont vraiment ces différents acteurs qu'on peut retrouver sur le marché du recouvrement. D'accord. Alors, justement, quand on parle de recouvrement, qu'est-ce qu'on entend par recouvrement? Qu'est-ce qu'on entend exactement? Est-ce que c'est la même chose que le précontentieux? Vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Non, c'est vrai que ce sont deux termes qui sont souvent associés, souvent même confondus. Alors, ce sont vraiment deux choses différentes. Déjà, il faut préciser que dans un premier temps, la phase de recouvrement, elle n'intervient pas dès le premier mois suivant l'échéance de la facture. Après l'envoi de la facture,
faut avoir à l'esprit quand même qu'elle ne sera pas forcément honorée immédiatement et qu'on aura peut-être besoin de mettre en œuvre un process de relance. Et c'est ce process-là qu'on appelle le pré-contentieux. Donc c'est souvent une phase qui se gère en interne dans les sociétés et qu'on appelle aussi en gros la gestion du poste client. Voilà. Cette gestion de poste client, elle doit être bien préparée en amont pour pas être surpris quand il y a effectivement des factures qui reviennent à payer. Parce qu'elles doivent permettre, cette phase-là, notamment, qui doit permettre de faire rentrer quand même de nombreux règlements sur les factures et donc de maintenir c'est ce qu'on a vu dans la statistique, enfin dans l'étude que vous avez évoquée au début, de maintenir la trésorerie qui est vraiment le nerf de la guerre, quoi, et le cœur de la santé de l'entreprise. Voilà. Et c'est vrai que cette phase de précontentieux, c'est une phase qui est importante, et notamment parce que c'est un peu un numéro d'équilibriste où il faut jongler un peu entre la fermeté vis-à-vis de ses clients qui n'ont pas réglé la facture, et également un peu plus de douceur pour réussir et de diplomatie, on va dire, pour réussir à préserver la qualité de la relation commerciale quand il s'agit de factures à payer, notamment de clients récurrents d'une société. Et c'est vrai qu'en tant qu'huissier, on est souvent appelé aussi dans ces domaines-là pour accompagner finalement l'entreprise dans l'audit un peu du poste client quand certaines sociétés se rendent compte qu'une fois que de nombreuses factures qui sont émises ont du mal à revenir payer ou dans des délais qui ne sont pas entre guillemets raisonnables, on peut être appelé effectivement pour venir conseiller, mettre en place un process de poste client. Et du coup, c'est une mission de conseil qu'on peut avoir qui est hors judiciaire, hors recouvrement, mais qu'il s'agit bien de ce qu'on appelle vraiment de ce précontentieux. Voilà. D'accord. Et si malgré, juste pour terminer, si effectivement malgré les efforts qui sont déployés dans ce précontentieux, les factures restent impayées, c'est à ce moment-là qu'il faudra passer au recouvrement, ce qu'on appelle le recouvrement. Et ce recouvrement, il peut être soit amiable, soit judiciaire. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut distinguer, c'est que ce précontentieux, c'est vraiment la première phase qu'on met en œuvre au sein de la société, de l'entreprise, pour se faire régler ses factures. Et c'est une fois que cette phase-là n'est pas réussie, entre guillemets, qu'on passe alors au recouvrement. D'accord. Très bien. Donc, justement, comment est-ce qu'on dit... Alors, on parle de recouvrement. Donc, comment est-ce qu'on distingue, parce qu'on va parler de recouvrement amiable, de recouvrement judiciaire. Comment est-ce qu'on distingue un petit peu ces deux aspects, ces deux notions? Alors, le recouvrement amiable, déjà, nos opprétents, c'est tout ce qui consiste en des démarches qui sont entreprises pour obtenir le remboursement d'une créance, mais sans passer par la voie judiciaire, par la voie de la justice et du tribunal. Donc le recouvrement amiable, ça regroupe notamment tout ce qui est mise en demeure, rappel téléphonique, des rappels par SMS, par mail, tous les rappels dans lesquels on invite le débiteur d'une créance à régler. Et le discours, selon les relances qu'on envoie dans la chronologie, est un petit peu plus, on va dire, punchy au fur et à mesure de l'avancement du process. Et c'est seulement à défaut finalement de règlement suite à ce recouvrement amiable qu'on peut effectivement envisager de passer au recouvrement judiciaire. Voilà. Mais c'est vraiment toute cette partie qui se fait en amont de la justice, donc qui porte son nom d'amiable et qui peut être fait là à ce moment-là soit par les huissiers, soit par l'avocat, soit par des sociétés de recouvrement. Et c'est ce qui distingue principalement du recouvrement judiciaire, où le recouvrement judiciaire, là, ce sont vraiment les huissiers qui sont titulaires de cette partie. D'accord. Donc, c'est vrai que on ne pense pas forcément, dans un premier temps, quand on parle de recouvrement amiable aux huissiers, mais c'est vraiment une matière qu'on traite régulièrement et même de plus en plus, puisque c'est vrai on connaît bien les rouages d'une négociation en vue d'obtenir le paiement. On a les outils pour ça, informatiquement, aussi en ligne pour tout ce qui est règlement CB et autres types de règlements. Et c'est vrai on reçoit de plus en plus de demandes de ce type-là,
parce que c'est vrai qu'on est pourvu de l'autorité judiciaire, donc on a peut-être un impact quand on est sur des relances écrites ou même téléphoniques qui est peut-être un petit peu plus important que certaines sociétés de recouvrement. Après, je ne dénigre pas, hein, il y a certaines sociétés de recouvrement qui fonctionnent bien aussi, pour lesquelles les créances qui leur sont adressées sont adaptées vraiment à ce type de recouvrement. Je mets juste une petite alerte sur certaines de ces sociétés, puis il y en a quand même bon nombre maintenant qui ont reçu des rappels à l'ordre, notamment de l'autorité de la concurrence ou de la DGCCRF. Sur 2 points, à la fois sur l'absence vraiment de déontologie sur le recouvrement. Ça peut être des appels qui sont déplacés en termes d'horaire, qui sont à 6 heures du matin ou après 21 heures. Et également, le deuxième point, c'était sur des frais cachés. Donc, c'est-à-dire des frais qui n'étaient pas, vraiment évoqués au début de la relation commerciale avec le client. Voilà. Donc, si jamais votre choix doit se porter un jour sur une société de recouvrement, il faut faire attention à ça, parce que ça peut avoir effectivement des conséquences à la fois sur l'image et la réputation de sa société. Quand on enclenche un recouvrement avec une société, avec un partenaire qui ne respecte pas certaines règles élémentaires, et également sur la rentabilité après de votre recouvrement, si vous vous retrouvez effectivement in fine à la fin d'un recouvrement avec des frais qui n'étaient pas franchement annoncés, voilà, ça peut être un point de déception. Donc voilà, d'être vigilant sur ces deux aspects si vous partez avec une société de recouvrement. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir pour un peu conclure sur ces deux sujets, c'est que le recouvrement amiable, il a ses limites, hein. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a pas si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui refuse de payer coûte que coûte, si vous ne faites que du recouvrement amiable, ça s'arrêtera là, vous ne pourrez rien obtenir. Donc il faudra passer effectivement au judiciaire, et c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir effectivement des outils en main pour contraindre votre débiteur à vous payer. D'accord. Est-ce qu'on a un chiffre, avant de rentrer justement dans le vif du recouvrement judiciaire, est-ce qu'on connaît le taux de succès moyen des recouvrements à l'amiable ou pas? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? C'est compliqué à établir C'est parce qu'il y compliqué? a, ouais, c'est-à-dire que la variété de créances est tellement importante que du coup, entre deux types de créances, vous allez avoir effectivement des recouvrements qui sont assez faciles, entre guillemets, et d'autres qui vont être compliqués. Il y a aussi l'ancienneté de la créance qui joue, hein. Plus une créance est récente, plus elle a des chances d'être recouvrée. Donc, avoir des statistiques, c'est vrai que c'est compliqué. Après, moi, si je peux vous donner un exemple, nous, de ce qu'on peut faire en amiable à l'étude, on a une société là, qui nous confie, alors sur toute la France, c'est des factures d'intermédiation qu'ils font pour l'installation de matériel informatique. Et là, en fin de dossier, vraiment juste sur la partie amiable, on arrive à avoir des taux de à peu près 60%. Et par exemple, sur un assureur qui nous envoie des dossiers donc pour des cotisations à payer, là, on a des montants qui sont plus faibles, hein. C'est des montants qui sont compris entre 50 et 200 euros, on va dire, de créances. Là, on est sur du recouvrement à quasiment 85-88%. Donc, ça varie quand même dans les grandes lignes selon le type de créance et l'ancienneté de cette créance. D'accord, très bien. Merci. Alors, donc justement, on passe à un recouvrement judiciaire, hein. Imaginons, ben voilà, on n'arrive pas à trouver une issue favorable avec le recouvrement amiable. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous parler, voilà, comment on fait? Oui, c'est vrai que c'est un peu quand on peut discuter à droite à gauche, c'est un peu la nébuleuse. On peut se poser la question comment est-ce que ça se déroule, ce recouvrement judiciaire, à qui on fait appel. Donc en gros, si on veut schématiser un petit peu, pour ne pas rentrer complètement dans le détail et noyer l'information, on a vraiment deux acteurs principaux sur le recouvrement judiciaire, c'est l'avocat et l'huissier. Et vraiment, en résumé,
L'avocat, c'est celui qu'on mandate donc, du coup, pour s'adresser aux tribunaux pour obtenir un titre exécutoire, donc un jugement contre le débiteur d'une facture impayée. Et donc ce titre exécutoire, je vous parle de jugement, mais après vous avez peut-être d'autres noms qui vont vous parler. On a le jugement, on a l'ordonnance de référé, ordonnance d'injonction de payer. Voilà, ce sont différents termes pour qualifier le jugement au niveau générique. Donc ça, c'est l'avocat, on va dire, qui peut, de façon schématique, obtenir cette décision auprès du tribunal. Et c'est une fois qu'il l'a obtenue, qu'il va le confier à un huissier de justice, qui va ensuite l'exécuter, c'est-à-dire le mettre en application. Donc l'huissier, il a des moyens spécifiques, il a même le monopole de cette activité de l'exécution. Et les moyens, bah, c'est ce que vous connaissez déjà certainement, donc c'est les saisies. Hein. Les saisies, alors on peut saisir, on va dire, tout ce qui est du domaine du patrimoine du débiteur, hein, que ce soit une société ou un particulier. Donc ça peut être les comptes bancaires, ça peut être le mobilier, ça peut être une carte grise des véhicules, ça peut être le véhicule en lui-même, ça peut être des parts sociales aussi, ça peut être des biens immobiliers, des licences 4, des licences de taxi. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui fait partie du patrimoine peut être concerné par le recouvrement judiciaire. D'accord. Alors, donc, ensuite, vous allez nous parler, j'imagine, des formalités. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Comment ça se passe? Parce qu'il y a différentes possibilités, j'imagine. Oui, alors je vais juste, si ça ne vous dérange pas, je reviens juste un petit peu en arrière, parce que c'est vrai qu'on a parlé de recouvrement amiable et de recouvrement judiciaire. Voilà. Simplement pour dire que les critères de choix entre l'amiable et le judiciaire sont multiples et elles dépendent un peu de votre situation. Ça peut dépendre, donc, je commence à l'évoquer, du montant de la dette, où là, il faut avoir en tête effectivement la rentabilité aussi de la procédure. C'est-à-dire que si vous avez une dette qui fait vous n'allez peut-être pas engager un recouvrement judiciaire qui va vous en coûter 400 si jamais le débiteur ne vous paye pas. Donc, c'est peut-être plus opportun d'envisager de l'amiable. Vous voyez, donc ça peut être un critère de choix. Ça peut être également le type de débiteur, savoir si vous avez un particulier en face, un professionnel. Est-ce que c'est un client récurrent ou est-ce que c'est un client unique? Si c'est un client récurrent, même chose, vous n'allez peut-être pas engager immédiatement un recours judiciaire, ce qui va mettre en péril votre relation commerciale. Et ça peut être après la date de prescription également de la créance ou en fonction aussi des enjeux procéduraux. Si ce sont par exemple des dossiers de résiliation de bail, par exemple, avec une trêve hivernale qui est en jeu, vous avez effectivement intérêt pour le coup à choisir un recouvrement tout de suite judiciaire et à démarrer les formalités immédiatement pour ne pas prendre le risque, par exemple, de vous retrouver avec un loyer pour lequel vous n'aurez pas de jugement au mois d'octobre, vous aurez une trêve hivernale et vous êtes sûr pendant 5 mois encore derrière, vous n'avez plus de possibilité de récupérer vos loyers. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs critères à voir. On est en tant qu'huissier, donc nous on connaît bien on manie bien tous ces concepts et toutes ces situations. Donc on est vraiment à même aussi d'orienter sur un recouvrement amiable ou sur un judiciaire. Donc les deux ne sont pas antinomiques, hein, c'est-à-dire que souvent on met en place avec nos clients des conventions qui peuvent être soit une convention de recouvrement amiable où le client ne souhaite pas faire de judiciaire derrière s'il ne veut pas engager éventuellement de frais, comme c'est le cas par exemple de l'assureur dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que les créances sont d'un faible montant, et d'autres pour lesquelles on signe des conventions où on a une partie d'amiable, et ensuite, si l'amiable ne fonctionne pas, on enchaîne direct sur le judiciaire. Donc, sans perdre de temps, on a déjà tous les éléments, et ce sont vraiment deux choses qui peuvent très bien s'imbriquer. Voilà. Donc ça, c'est des choses dont on peut parler effectivement et donner une orientation sur le choix entre ces deux ou sur le fait d'allier les deux, amiable et judiciaire. Voilà. Donc, du coup, je reviens sur votre dernière question. Vous demandiez un peu comment faire alors du coup pour engager le recouvrement judiciaire. Déjà, le recouvrement judiciaire, qui dit recouvrement judiciaire dit recours à un tribunal. Il y a plusieurs façons d'obtenir un jugement quand vous avez un impayé. Je vais en retenir deux principalement, parce que ce sont les deux principales et puis les deux un peu plus connus. Donc, on a d'abord l'assignation, le biais d'une assignation.
Le mot vous parle peut-être certainement. Donc là, c'est l'assignation, ce qu'on appelle un acte, qui est rédigé par un avocat ou par un huissier, et qui est en fait une convocation à un tribunal, devant un tribunal, pour présenter finalement sa créance et obtenir gain de cause, obtenir une condamnation. Cette convocation, donc je vous ai dit, c'est l'avocat ou l'huissier qui la rédige, et c'est l'huissier qui va la porter en main propre à la connaissance de la personne qui est visée. Là, on est dans le cas d'une audience, donc il va y avoir une audience devant un juge qui sera contradictoire. Donc, c'est-à-dire vous serez présent et votre débiteur que vous avez convoqué sera présent également. Donc, c'est en ça que ce sera contradictoire. Chaque partie défend son dossier. Et le magistrat, ensuite, rend sa décision. Donc là, ça peut être une ordonnance de référé, quand c'est dans le cas d'une urgence. Ça peut être un jugement, quand c'est dans le cadre de ce qu'on appelle une procédure au fond. Donc c'est une décision qui est définitive. Et ça peut être aussi, donc c'est là la deuxième partie, donc une injonction, une ordonnance d'injonction de payer. Alors, l'assignation, procédure contradictoire, ça, c'était la première forme principale, on va dire, pour mettre en œuvre le recouvrement judiciaire. Et de l'autre côté, on a, c'est ce que vous avez là devant votre écran, la procédure d'injonction de payer. Alors, l'injonction de payer, c'est une procédure qui est rapide, qui est efficace, qui est peu onéreuse et qui est non contradictoire. Donc, non contradictoire, ça signifie que votre débiteur n'est pas convoqué à une audience devant un juge. En fait, c'est l'huissier, par exemple, qui va rédiger une requête en injonction de payer. Donc, cette requête, elle comporte différentes mentions qui sont les coordonnées du demandeur, les coordonnées du défendeur, l'objet de la créance, le montant de la créance, et avec, on joint donc différentes pièces justificatives, comme par exemple un devis signé, un constat signé, la mise en demeure déjà préalable qu'on avait adressée, voilà, différentes pièces qui viennent justifier finalement la créance que vous demandez. Cette requête, elle est adressée au juge. Le juge, il est donc c'est pas en audience, donc c'est pas une audience contradictoire. Donc le juge est sur son bureau, il étudie la requête, il étudie les pièces justificatives, et il se forge son opinion et il rend du coup une décision. Et c'est cette décision qu'on appelle ordonnance d'injonction de payer. Voilà pour les deux façons dont vous pouvez engager un recouvrement judiciaire. D'accord. Et alors, justement, c'est à quel moment qu'on utilise on a recours aux injonctions de payer? Oui, alors les injonctions de payer, déjà, c'est vrai qu'il faut préciser que c'est vraiment une procédure qui est extrêmement adaptée vraiment aux factures impayées récentes, aux cotisations aussi, par exemple, ça peut être des cotisations d'assurance, pour des loyers impayés également, pour des reconnaissances de dettes. Enfin voilà, c'est une procédure qui est rapide, qui est adaptée à un grand nombre de situations. En matière d'impayés, de toute façon, ce qu'il faut savoir, vraiment la règle numéro 1, c'est qu'il ne faut pas trop attendre. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un process qui soit en place pour ces relances clients, et de savoir donc comment on va relancer le client à partir de la date d'échéance de la facture. Et une fois que ce process de pré-contentieux, je rappelle ce qu'on avait au début, arrive au bout et de façon infructueuse, et là, l'idée, c'est de ne pas se retrouver à ce moment-là dépourvu et de se poser la question et du coup de reperdre du temps et de s'enlever des chances de recouvrer la facture. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir ce process de précontentieux en interne qui est en place et de savoir exactement ce qu'on fera, amiable ou judiciaire, ou amiable et judiciaire, une fois que le précontentieux sera achevé et n'aura pas abouti. J'avais noté une stat que j'avais trouvée qui disait que 3 mois après l'échéance, après la date d'échéance de la facture, si la facture n'est pas réglée, elle a 90% de chance, enfin de risque plutôt, de ne pas l'être. Donc c'est quand même, voilà, ça vient confirmer ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment, il ne faut pas attendre, il faut prévoir ces process en la matière. Donc mon conseil par rapport à l'injonction de payer, du coup, ce serait de la prévoir
de pouvoir, quand on est dans le cadre d'une volonté de recouvrement judiciaire, dans les 60 à 90 jours maximum après l'échéance de la facture. Voilà. Après, comme je vous ai dit, ça peut s'adapter en fonction du type de débiteur, en fonction du montant, mais grosso modo, c'est un délai dans lequel vous pourrez garder de l'efficacité dans votre recouvrement. D'accord. Merci Guillaume. Alors justement, j'ai décidé de mettre en place une injonction de payer. Donc concrètement, comment ça marche? Comment je vais pouvoir la mettre en place? Voilà. Alors, je disais, oui, c'est que donc c'est une requête, ce qu'on appelle, donc c'est un formulaire, donc qui inclut donc toutes les coordonnées de la personne du demandeur, du défendeur, de ce pourquoi on s'adresse au tribunal. C'est une requête qui peut être faite par plusieurs personnes. Vous pouvez la faire vous-même, vous pouvez demander à un huissier, vous pouvez demander à un avocat aussi. Certaines sociétés aussi se chargent elles-mêmes enfin certaines sociétés de recouvrement se chargent aussi de faire des requêtes. Donc cette requête, une fois qu'elle a été remplie, qu'elle a été signée, que vous avez joint les pièces justificatives, donc vous l'envoyez, comme je disais tout à l'heure, au tribunal. C'est le juge qui l'étudie, qui rend son ordonnance. Donc là, l'ordonnance du juge, elle peut être soit favorable, totalement ou partiellement, soit défavorable. Dans le cas où parce que le juge a vraiment une liberté totale d'appréciation de ce dossier-là. Dans le cas où le juge rend une ordonnance qui est favorable au créancier, donc que ce soit partiellement ou totalement, l'ordonnance, elle doit être ensuite portée à la connaissance de celui qui a été condamné. Donc là, encore une fois, c'est une signification, donc c'est l'huissier de justice qui est compétent pour ça. Donc quand je vous dis signification, en fait, c'est le mot juridique qui consiste à dire qu'en fait, on va remettre, nous, physiquement, un document à un débiteur, à une personne qui est visée par ce document. C'est ça la signification. Donc l'huissier signifie l'ordonnance au débiteur et cette signification lui indique qu'il a alors un mois pour faire opposition à l'ordonnance, hein, parce que vous savez qu'en droit français, il y a toujours un droit au recours suite à une condamnation. Et dans la mesure où l'injonction de payer n'est pas une procédure contradictoire et donc que le défendeur n'a pas été appelé devant l'audience, c'est pour ça qu'on lui ouvre a posteriori la possibilité de faire opposition à l'ordonnance dans le délai d'un mois. S'il fait opposition, à ce moment-là, on repart sur une audience contradictoire. Donc, c'est-à-dire que là, vous serez convoqué devant un juge et vous défendrez comme s'il y avait une assignation au début. Et s'il n'y a pas d'opposition, à ce moment-là, l'ordonnance, elle est renvoyée au tribunal qui met un coup de tampon dessus, qu'on appelle formule exécutoire. Et c'est grâce à cette formule exécutoire que l'huissier de justice pourra ensuite mettre toutes les mesures de ce qu'on appelle des voies d'exécution, donc c'est-à-dire les saisies dont je vous ai parlé, pour les mettre en œuvre pour contraindre la personne qui a été condamnée à régler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ces deux cas de figure. On a donc, juste pour un petit rappel, donc on a vraiment l'ordonnance qui peut être favorable, auquel cas on la signifie au débiteur. Il a un mois pour faire opposition. S'il fait opposition, on part devant le juge en contradictoire. S'il ne fait pas opposition, à ce moment-là, l'ordonnance d'injonction de payer, elle est exécutoire et définitive et vous pouvez la mettre en application avec un huissier de justice. Dans le cas où le juge rend une ordonnance défavorable, donc là on dit qu'il la rejette, votre dossier n'est pas terminé pour autant. Vous pouvez à ce moment-là partir sur la voie de l'audience contradictoire. Voilà. En gros, pour le fonctionnement. Donc après, je reste à votre disposition s'il y a des questions un peu précises sur la procédure. Voilà, j'essaie de schématiser un peu, mais voilà comment ça se déroule. Mm-hmm. Et justement, est-ce qu'il y a un délai moyen? Est-ce qu'il y a des chances de réussite qui sont importantes? Voilà. Est-ce que c'est une procédure qui est beaucoup utilisée ou finalement pas beaucoup et pourquoi? Ah oui, c'est possible. Il y a alors de mémoire, on a en France par an à peu près 800 000 injonctions de payer, 800 000 requêtes qui sont soumises aux différents juges en France, et dans une proportion d'environ 50% au tribunal de commerce et 50% au tribunal judiciaire.
tribunal de commerce, donc c'est pour les créances commerciales hein, entre professionnels, et au tribunal judiciaire, ce sont des créances civiles. Donc là, ça peut être des créances, par exemple, des factures d'honoraires d'artisans face à un particulier notamment. Voilà, c'est tout ce qui concerne vraiment la relation entre un particulier et un autre particulier, ou un artisan et un professionnel avec un particulier. Voilà, tribunal de commerce, c'est entre professionnels uniquement. Voilà. Donc c'est à peu près ces chiffres-là pour le nombre sont rendus. Après, je n'ai pas les chiffres exacts sur le nombre d'ordonnances favorables, mais nous, de ce qu'on peut voir après par expérience à l'étude, c'est qu'on a à peu près, je dirais, 75%, entre 75 et 80% d'ordonnances favorables. Après, ce qui joue, c'est aussi la façon de rédiger la requête. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'elle soit un peu personnalisée et se mettre à la place finalement du juge qui va l'avoir entre les mains. Il faut dire qu'il faut qu'il comprenne immédiatement ce qu'il a entre les mains et qu'il ne se pose pas de questions. Parce que s'il se pose des questions, c'est là où effectivement il va se dire non, je rejette, ou qu'il va passer à côté de quelque chose. Là, j'ai un exemple là, qui date d'hier. On a alors c'était un peu atypique comme dossier. On avait une société, enfin un avocat parisien qui nous a envoyé un dossier pour un client saoudien. C'est une grosse société saoudienne qui avait loué du matériel à une société française, et donc du coup il voulait obtenir une injonction de payer parce qu'il y avait des factures qui restaient en souffrance. Et je vous avoue, j'ai eu le retour des ordonnances hier, donc on était plutôt contents parce que c'est pour nous un record en termes de montant. On a eu une des injonctions de payer, on a obtenu 150 000 euros dessus, et l'autre 95 000 euros. Ce qui est assez rare, c'est vrai que sur ces montants-là, mais il se trouve que c'est vrai que je donne cet exemple parce que la relation commerciale n'était pas facile, la lecture des documents n'était pas évidente, pas forcément par rapport à la langue, c'était tout en anglais, mais pour bien faire comprendre quels étaient les marchés qui étaient en cause. Et donc du coup, la façon dont on a rédigé la requête, on a envoyé une requête normalement qui tient sur une page recto. Là, on avait un bon recto verso où on avait vraiment expliqué toutes les pièces justificatives qu'on envoyait, pourquoi on les envoyait et comment était constituée la créance. Donc voilà, pour vous dire que ça a quand même voilà, c'est quand même important, et que voilà, donc on a des chances même sur des créances qui sont vraiment importantes, il y a de vraies chances de réussite avec cette procédure. D'accord. Merci, merci, merci. Alors justement, on va passer peut-être avant, je vais garder peut-être les questions et les témoignages ou interventions des invités, hein, bien évidemment. Donc, on va passer justement au digital, parce que c'est vrai qu'on a parfois une image, allez, je vais oser le dire, parfois un peu poussiéreuse de l'institution, hein, des huissiers, des avocats, enfin de la justice, hein, voilà. Et aujourd'hui, le digital a tellement imprégné nos façons de travailler que je voulais savoir on voulait savoir si le digital aujourd'hui peut accélérer justement le recouvrement des impayés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, bah c'est sûr que vous n'avez pas tort, hein, je ne vais pas vous jeter la pierre hein, sur le côté poussiéreux. On a une profession qui a encore l'image effectivement de l'huissier en nœud papillon, costume rayé, derrière son bureau en cuir, qui bouge pas trop. Donc ça, c'est une image qui est là. On n'est pas épargné non plus par les films, les trois frères et compagnie. Mais effectivement, donc c'est quand même, faut reconnaître qu'on est une profession qui est méconnue, mais qui est aujourd'hui vraiment, vraiment en mouvement sur cet aspect-là. Et au-delà même de l'huissier, la justice en elle-même est quand même va de l'avant sur le digital. Déjà au niveau des tribunaux, ça a déjà pas mal bougé, notamment au niveau du tribunal de commerce. C'est ce que je vous disais pour les injonctions de payer juste avant. Il y a encore 18, 20, enfin 24 mois, vous aviez votre requête, il fallait trouver quel était votre tribunal compétent, faire un courrier, trouver la bonne adresse aussi dans le tribunal. C'était pas toujours évident. Ça nécessitait beaucoup de papier, donc c'est-à-dire qu'il fallait rédiger, il fallait imprimer, donc c'était
un peu si je peux me permettre, une façon un peu old school encore de gérer ces requêtes. Aujourd'hui, enfin, il y a 18-24 mois, a été créé un tribunal digital. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des tribunaux de commerce, vous avez aujourd'hui possibilité de vous connecter. Bon, il faut d'abord avoir demander une clé de certification, mais vous avez une possibilité de vous connecter sur le tribunal digital et d'envoyer vos dossiers de requête en injonction de payer par voie dématérialisée. Donc c'est vrai que avec ce tribunal digital, vous pouvez donc rédiger par voie dématérialisée votre requête, télécharger vos pièces justificatives et les faire partir donc à l'aide de votre clé de certification je vais obtenir auparavant auprès de Infogreffe. Envoyer le dossier et qui part après de la même manière donc directement au tribunal compétent en fonction de l'adresse que vous avez remplie. Donc déjà, vous vous embêtez moins aussi de ce côté-là. Et ensuite, ça part donc au greffe du tribunal de commerce qui reçoit votre dossier dématérialisé, le transmet au magistrat. Et là, ça se passe de la même manière. Donc le magistrat, il étudie le dossier, il rend sa décision et vous renvoie une ordonnance, mais cette fois de façon dématérialisée aussi. Donc c'est effectivement beaucoup plus efficace aujourd'hui à gérer, de la manière où on est tous pareils. On passe tous par l'outil informatique de plus en plus. On essaye d'enlever le papier autant que possible. Et c'est vrai que quand on a des relations comme ça avec les tribunaux qui passent par voie dématérialisée, on gagne beaucoup de temps et tout ça au profit de l'efficacité du recouvrement ensuite. Voilà. Donc ça, c'était l'évolution effectivement digitale du côté des tribunaux. Et du côté du créancier aussi, ça a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'auparavant, donc les injonctions de payer, pour reconnaître, étaient vraiment un peu pas une matière réservée, mais presque à l'huissier de justice sur les centaines de milliers de requêtes en injonction de payer qui partent tous les ans, il y en avait peut-être 75-80% qui provenaient des huissiers. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Les huissiers sont toujours très attachés à cette procédure, mais il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Ce sont des startups juridiques. Donc c'est celles qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu, des legal tech. Donc en fait, ce sont des sociétés, donc des startups, qui déploient en ligne des plateformes qui proposent des services juridiques diversifiés. Les plus connus aujourd'hui, je dirais, c'est celle qu'il y a sur le PowerPoint. Là, c'est Legal Start et Captain Contrat. Donc, ce sont vraiment les deux grosses startups françaises dans le domaine juridique, mais qui concernent vraiment plus là leur cœur de métier. Ce sont tout ce qui est service et soutien à la création d'entreprises et à la gestion de sociétés. Tout ce qui est statut, pacte d'associés, cession de parts, enfin des choses comme ça. Donc on n'est pas vraiment sur le recouvrement. Et dans ce secteur particulier du recouvrement en ligne, donc on retrouve plusieurs sites. Donc c'est ceux qui sont en dessous. On a Legal City, on a Ruby Payer, on a Gcollect. Donc là, je mets ces trois premiers ensemble et je les sépare du quatrième qui est Jurisactive parce que donc, du coup Legal City, Ruby Payer et Gcollect, ce sont des sociétés de recouvrement en ligne qui fonctionnent à la commission. Donc là, voilà, vous confiez votre dossier, ils tentent le recouvrement et ils vous prennent une commission sur ce qu'ils recouvrent. Jurisactive, c'est un petit peu différent. Donc comme je vous disais, les huissiers sont attachés à l'injonction de payer. Donc du coup, forcément, j'ai un petit affect en plus avec cette société-là, la jurisactive.fr. C'est une startup aussi, mais qui s'est spécialisée dans l'injonction de payer. Donc, c'est-à-dire qu'ils font ni création de société, ni gestion de société, ni recouvrement avec des appels, des SMS et des commissions prises sur le recouvrement. Eux, ce sont vraiment des facilitateurs d'injonction de payer. C'est-à-dire que vous leur confiez votre dossier en ligne avec les pièces justificatives, votre créance. Ils vont s'occuper d'étudier le dossier, de rédiger la requête, de l'envoyer aux tribunaux. Ils vont s'occuper du retour et également aussi du lien avec les huissiers de justice, puisque l'huissier
est inévitable pour signifier l'ordonnance. Hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, il faut passer par un huissier. Donc, ils ont un réseau partenaire d'huissiers sur toute la France. Et c'est vrai que c'est une société qui marche bien et qui plaît bien parce qu'elle est finalement l'offre est simple. C'est-à-dire qu'on fait de l'injonction de payer, quoi. On fait pas 50 choses différentes au niveau juridique. Donc ils nous disent on fait de l'injonction de payer et les prix sont transparents. Il n'y a pas de frais cachés. Tout ce qui est indiqué sur le site, c'est tout ce que vous paierez. Il n'y aura rien de plus. Donc voilà, donc c'est une start-up qui fonctionne bien. Que je trouve qu'il y a un positionnement qui est intéressant. Le petit plus, en plus, c'est qu'ils mettent dans leur pack. Ils ont différents packs et ils en ont un qui, notamment, où vous pouvez télécharger des modèles de mise en demeure et gratuitement. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Ah bah tiens, on les voit ici. Voilà, donc le premier, là, précontentieux gratuit. Donc là, il y a téléchargement de mise en demeure gratuite. Et après, comme je vous ai dit, leur offre, elle est simple. Il y a ils ont deux packs. Il y en a un qui, alors si je les avais eu au téléphone, il m'avait bien expliqué. Il y en a un, donc celui du milieu, où en fait vous envoyez vos éléments les éléments concernant votre créance. Ils étudient le dossier, ils l'envoient au tribunal, ils obtiennent l'ordonnance. Et dans ce pack-là, il n'y a pas l'intervention de l'huissier dedans. En revanche, dans le deuxième, c'est vraiment le pack complet où là, vous avez la requête qui est préparée et il y a l'intervention d'un huissier de leur réseau où en fait, il règle directement l'huissier. Donc, c'est à vous, en gros, quand vous avez payé ce pack-là, vous n'avez plus rien à régler derrière jusqu'à ce que vous obteniez finalement l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire. Donc là, c'est vraiment un truc qui est complet. Donc voilà, donc du coup, je parle de ces sites parce que vrai, ils sont souvent décriés par bon nombre d'huissiers ou d'avocats parce que ce sont des sites qui sont bien ficelés, comme Juris Active, là, qui ont une offre qui est claire, qui est lisible, qui fonctionne. Et surtout, ils sont un peu décriés parce que forcément, ils récupèrent des parts de marché. Après, moi, mon sentiment là pour ouvrir un peu là sur le digital, c'est que de toute manière, c'est un mouvement qui est inévitable. Aujourd'hui, on a des startups, des legal tech qui montent, qui font des levées de fonds importantes, qui n'ont pas du tout les mêmes moyens d'action que nous et qui ne sont pas bridés par des règles d'une profession réglementée. Donc, ces sociétés, elles sont là, elles se montent, elles ont une légitimité. Hein, si ça fonctionne, c'est parce qu'ils trouvent une demande en face. Donc, au lieu effectivement d'aller les affronter, je pense qu'il serait peine perdue sur certains services. Je pense qu'au contraire, effectivement, il faut utiliser ce digital pour accélérer, pour revenir à ce que vous demandez, pour accélérer le recouvrement, parce qu'il y a un vrai potentiel à trouver des partenariats entre ces sociétés-là et les sociétés plus classiques, enfin les professions plus classiques comme l'huissier de justice. Voilà, d'accord. Merci. Alors justement, je voulais savoir s'il y avait des questions. J'ai 2 questions sur le chat, mais avant de les poser, est-ce qu'il y a des réactions dans l'auditoire? Est-ce que justement vous êtes habitué à faire des injonctions de payer, à faire appel à des huissiers pour recouvrer vos impayés? Comment vous faites? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Moi, j'en aurais 2. Hein. Oui, bonjour. Nous, on travaille beaucoup on travaille dans le secteur médical et des fois, je suis très souvent confronté au fait que les hôpitaux, en général, me mandatent leurs factures. Donc, c'est déjà une première étape d'arriver à ce niveau-là. Et ensuite, souvent, ils me disent, nous, on a fait notre travail, mais du coup, c'est la trésorerie qui doit payer. Ouais. Et donc, du coup, je suis obligé après d'attendre que la trésorerie veuille bien payer. Donc, effectivement, ça me complique sérieusement la tâche au niveau du recouvrement. D'accord. Parce que vous êtes dans quel, pardon, ça a coupé un peu au début. Vous êtes dans le secteur médical. Donc, je travaille beaucoup avec les centres hospitaliers. D'accord. Et donc, du coup, vous facturez au centre hospitalier? Voilà, exactement. Donc, en fait, quand je fais de la relance auprès des centres hospitaliers, donc, en plus, on travaille avec beaucoup de services du même centre hospitalier, donc j'ai jamais les mêmes personnes, donc c'est compliqué pour joindre la bonne personne. Qui plus est, quand j'y arrive, en général,
les personnes que j'ai me disent, bon, ils ont fait le nécessaire à leur niveau, ils ont mandaté, donc ils me donnent un numéro de mandat, et ce numéro de mandat est transmis normalement à la trésorerie, et c'est la trésorerie qui paye à partir de ce moment-là. Sauf que, effectivement, quand je relance moi, je ne relance que le centre hospitalier. Et finalement, c'est que le début de la chaîne, et quand j'arrive à avoir gain de cause, à avoir un numéro de mandat, après, je suis un petit peu, je dirais, dans la campagne, parce qu'effectivement, après, c'est selon le bon vouloir ou les moyens de la trésorerie de me payer le mandat qui a peut-être été validé quelques mois avant, éventuellement. Ouais. Là, on est vraiment dans ce qu'on disait. Là, ce qui est compliqué, ce qu'il faut bien cibler, c'est de réussir à faire rentrer les sous et à préserver la relation commerciale avec ses clients. Ouais. Donc, dans des cas comme vous, ça paraît compliqué de se dire tout de suite on va partir en judiciaire parce que vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied par rapport à vos clients. Donc, là, ce sera vraiment d'affiner votre précontentieux, que vous appellerez d'ailleurs précontentieux uniquement chez vous, pour ne pas faire peur, on va dire, aux clients, mais voilà, d'avoir à la fois d'avoir un discours, si vous avez 1, 2, 3 relances, des relances qui soient rapprochées, parce que si vous avez du mal à vous faire payer, il vaut mieux toujours garder un peu sous pression, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous faites des relances qui sont espacées de 15 jours, 3 semaines, c'est 3 semaines plus tard, quand ta deuxième relance arrive, je dirais pas qu'elle a déjà été, la première a déjà été oubliée, mais presque. Donc il faut être assez rapproché, avoir un discours qui soit un petit peu crescendo, mais qui allie quand même pas mal de diplomatie pour pas braquer. Et surtout dans votre cas, là, ce qui serait vraiment important, ce serait d'identifier à la fois l'interlocuteur. Les 2 interlocuteurs principaux, donc c'est celui qui va faire valider la facture et celui qui valide le virement. Et là, si vous arrivez effectivement à avoir ces 2 contacts, c'est l'idéal. Parce qu'au moins, vous ne perdez pas d'énergie en relance sur des personnes qui ne sont pas décisionnaires dans ce domaine. Donc, il y a ce biais-là. Par contre, souvent, excusez-moi, souvent le problème que je me trouve auquel je suis confronté, c'est qu'en fait, les trésoreries veulent surtout pas donner leur numéro de téléphone au centre hospitalier pour que moi je puisse les relancer de mon côté, quoi. Là-dessus, il y a un blocage systématique, enfin quasiment systématiquement, ouais. D'accord. Et c'est des trésoreries, qui sont un peu partout en France, non? Ou c'est vraiment Oui, c'est ça, oui, partout en France. C'est-à-dire on travaille au niveau national. Et donc, effectivement, j'ai autant de trésoreries que de centres hospitaliers avec qui nous travaillons, ouais. D'accord, ok. Ouais, donc il faut voir avec les services de comptabilité fournisseurs au départ de l'hôpital. Mais effectivement, ça peut être une résistance comme ça d'une trésorerie. Ça nécessite d'autant plus effectivement d'avoir un process bien huilé. Et puis déjà peut-être de connaître également, essayer d'avoir l'information, parce que j'imagine qu'ils ont quand même une politique aussi de règlement qui fait qu'ils payent à tant de jours. Alors ça peut être du 45 jours fin de mois, du 60 jours, du 60 jours de la facture, enfin des choses comme ça. Et vous déjà, quand vous aurez cette information, ça vous permettra vous aussi de vous organiser chez vous pour gérer votre trésorerie. C'est-à-dire si vous savez effectivement qu'il n'y a rien à faire, mais pour que ça aille plus vite, parce que les process dans ces trésoreries est acté de cette manière-là, vous pouvez peut-être vous organiser ensuite aussi par rapport à vos propres règlements, des choses comme ça, vous voyez, par rapport à certains clients, pour gérer votre trésorerie. D'accord. Ok. Voilà. Essayez d'agir sur ces 2 façons, à la fois sur le précontentieux, sur votre courrier, sur votre process, et également vous en interne sur votre organisation. C'est ce qui vous permettra effectivement de balancer un peu les 2 côtés de la trésorerie et d'en conserver une qui soit suffisante aussi pour une gestion sereine, on va dire, de votre activité. Ouais. D'accord. Petite question aussi tout de suite, là, puis après je laisserai la main peut-être aux autres, la parole surtout. Les injonctions de payer, en fait, on les envoie normalement au tribunal de mon entreprise ou au tribunal de mon client? Du client. C'est toujours du client. Compétence, ouais, c'est compétence territoriale du défendeur. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Alors, j'ai une question qui vient du chat. Donc, qui porte sur la procédure d'injonction de payer en digital et savoir si elle est également possible avec le tribunal judiciaire pour les créances de particuliers. Alors,
pour ce que j'ai appelé tout à l'heure tribunal judiciaire, digital, Oui, c'est uniquement le commerce. C'est d'accord. uniquement le tribunal de commerce les tribunaux de commerce qui ont développé ça. Il y avait un projet de tribunal digital pour les particuliers qui a été testé au tribunal d'instance de Strasbourg et qui devait normalement regrouper toutes les injonctions de payer en France pour les particuliers. Et le projet a été abandonné il y a 5 à 6 semaines. Donc on n'a pas su exactement pourquoi, parce que l'idée était vraiment excellente. Mais donc du coup, ça a été abandonné. Donc en digital, vous n'avez pas de possibilité de saisir en direct un tribunal de la même manière que le tribunal digital. En revanche, des sociétés comme Juris Active, qu'on voit au-dessus, eux se chargent, si vous voulez digitaliser quand même une partie de ce type de créances, Juris Active, eux, ils font eux-mêmes les requêtes, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer dans le cadre des PAC, vous envoyez le type de créance, les pièces justificatives, et c'est eux qui prennent la charge de la rédaction, de la requête, de l'envoi au tribunal. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un tribunal digital derrière et qu'ils vont l'envoyer, mais vous, en amont, ça vous permet pour le coup, de digitaliser votre process si c'est des particuliers qui sont en face. Vous ne l'envoyez pas au tribunal, vous l'envoyez à Juris Active et c'est eux qui se chargent de ça de façon dématérialisée entre vous et eux, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur le dernier point. Bon, on va considérer que oui. Alors, j'ai un autre message qui est plus général, qui demande à partir de quel montant est-ce qu'il est conseillé ou on peut lancer une injonction de payer? Est-ce qu'il y a un montant minimum ou conseillé avant de lancer la procédure? Il n'y a aucun montant minimum. Le seul critère, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des clients pour qui on fait de l'amiable et ensuite du judiciaire. Et quand c'est du judiciaire, on passe par la voie de l'injonction de payer. En général, dans nos conventions, nous, on indique qu'en deçà de 500-600 euros, c'est pas la peine d'y aller. Parce qu'il y a quand même il y a des frais qui sont inhérents à la procédure. Et ces frais-là, si jamais vous n'arrivez pas à recouvrer une quelconque somme auprès de votre débiteur, ces frais-là restent à votre charge. Donc, si vous avez effectivement une créance de 400 euros et que vous engagez 300 euros de frais et que vous n'arrivez pas à obtenir le recouvrement, il y a une disproportion entre ce que vous avez engagé et le montant que vous étiez en mesure de récupérer. Donc, nous, en général, il n'y a pas de montant minimum en soi pour aller devant le tribunal, mais on conseille de ne pas y aller avant 500 ou 600 euros. D'accord, merci. Alors, attendez, j'ai plein de questions. Ah oui, une remarque. Si on reprend le tarif de Juris Active, une injection de payer coûte en moyenne 300 euros. Est-ce que la personne peut être précisée davantage? Non, je ne sais pas. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, j'ai une autre remarque. Quand les débiteurs sont un peu partout en France, est-ce qu'on doit choisir un huissier qui est proche de chaque débiteur pour la procédure? Oui, vous serez obligé. Du moins, si vous passez quand vous allez obtenir votre requête, votre ordonnance en injonction de payer, il faudra la remettre à la personne qui a été condamnée. Et donc là, à ce moment-là, vous êtes obligé effectivement de partir, d'avoir un huissier par compétence territoriale. Alors après, vous avez différentes, pour pallier à ce, parce que c'est pas toujours évident à mettre en œuvre, quand on a effectivement des factures récurrentes et qu'elles sont situées un petit peu partout en France, soit en métropole ou dans les dom-tom. Vous avez soit des solutions là, comme Juris Active, soit avec les huissiers. Par exemple, je parle du coup de ce que je connais, de mon étude. Nous, on a depuis une vingtaine d'années, on a des partenariats avec des huissiers absolument partout en France parce qu'on a des clients qui nous confient leurs contentieux nationaux. Donc, on a des partenariats de confiance et de ce fait, on a effectivement des clients qui nous envoient l'intégralité de leur contentieux et c'est nous qui dispatchons les dossiers, les envoyons aux différents tribunaux et également aux huissiers sur place et on mène à ce moment-là la procédure
pour le compte du client, mais vraiment sur toutes les différentes compétences. On assure à la fois l'envoi du dossier, le suivi du dossier, la vérification de la comptabilité du confrère quand le dossier revient. Voilà, donc c'est une prestation globale. Donc ça peut se faire. Sinon, il y a l'autre possibilité, c'est ce qui se passe. Il y a d'autres services juridiques qui font ça. Autant ils gèrent eux-mêmes, donc c'est-à-dire que s'ils ont 10 factures à payer dans 10 départements différents, ben, ils vont s'adresser à 10 tribunaux et à 10 huissiers différents parce qu'ils sont staffés en conséquence. Voilà, donc ces deux solutions sont possibles, soit vous regroupez auprès d'un seul acteur, soit effectivement, il faut le faire à soi-même. Mais vous, en tout cas, si vous avez des impayés dans différents départements, ce seront effectivement des huissiers de chacun de ces départements qui devront se déplacer. D'accord, merci. Alors, j'avais également une question sur le chat. Quand il y a plusieurs entreprises qui ont des impayés avec un même débiteur, est-ce qu'il est possible de mettre en place une action collective? Alors, l'action collective, sur l'injonction de payer, non, ça n'existe pas. Les seules actions collectives qui existent, alors je ne suis pas un spécialiste pour le coup de ça, ce sont surtout les avocats, mais c'est notamment dans le domaine de la santé, des enjeux de santé publique, des choses comme ça, et c'est vraiment ce qu'on appelle les class actions qui viennent des États-Unis. Mais en tout cas, pour la requête, pour l'injonction de payer, c'est pas du tout, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs sociétés, il faut que chacune des sociétés fasse une procédure contre ce même débiteur. D'accord, merci. Alors, j'ai une autre question sur le chat. Nous faisons de l'agencement de magasins, mais également des travaux chez des particuliers. Nous faisons signer un PV de réception avec ou sans réserve et nous levons les réserves si tel est le cas. Par contre, il arrive qu'on nous rajoute des réserves ou qu'on nous dise qu'on ne nous paie pas car ils estiment qu'il y a d'autres réserves alors que pas indiquées dans le PV. Quelle doit être notre position face à cette situation ? Alors là, c'est une situation qu'on voit assez régulièrement. Il y a un principe en droit français, un principe fondamental qui dit qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même. Donc, quelqu'un qui a signé un devis, qui a réglé une partie de la facture, qui a signé son PV de livraison, doit régler le solde. Donc, c'est-à-dire que s'il estime qu'il y a d'autres choses qui sont venues et d'autres réserves qui ont été soulevées, mais qui ne sont pas dans le PV de livraison et qui ne font pas partie non plus d'un délai dans lequel il peut soulever d'autres réserves, à ce moment-là, la facture, elle est due définitivement. Et donc, du coup, le créancier peut engager une procédure directement contre son client. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques dans la salle? Non. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes vos explications, vos éclaircissements. Donc, je vous mets les coordonnées de Guillaume et puis je pourrai vous envoyer le support. Et je vous enverrai également le lien avec le webinaire enregistré, comme ça vous pourrez le revoir en replay. Voilà, merci. Je vous mets également le mien pour au MEDEF, notamment pour les procédures les dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté à venir ou avérées. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter également pour toute question. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et votre présence et encore toutes nos excuses pour ce démarrage un petit peu chaotique dû à des problèmes techniques. Et puis, donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci.